Le matin du 16 juin 1943, à 8h03, le capitaine Zehamer maintenait son B-17 à 25 000 pieds au-dessus de l'île de Buka, face à 16 chasseurs japonais Zéro qui montaient vers lui depuis la piste en contrebas. Le pilote de 24 ans avait reconstruit ce bombardier 3 mois plus tôt à partir d'une carcasse, avec un équipage que personne ne voulait. Et aujourd'hui, ils célébraient leur mission volontaire la plus dangereuse à ce jour. Un vol de reconnaissance photographique en solo de 12 200 milles que le commandement avait qualifié de suicide. Au cours des 6 derniers mois, le front du Pacifique avait perdu 43 bombardiers non escortés au-dessus des îles tenues par les Japonais, avec un taux de survie inférieur à 30%. L'OL 666 transportait 9 hommes ce matin-là. L'équipage de Zehamer s'était surnommé les Eager Beaver, castors ailés, parce qu'ils se portaient volontaires pour toutes les missions que les autres refusaient. Ils avaient pris un B-17 endommagé que les pilotes considéraient comme maudit, en avaient retiré 2000 livres de poids, installé de nouveaux moteurs et monté 19 mitrailleuses de calibre .50. Le bombardier avait désormais plus de puissance de feu que n'importe quel autre avion du Pacifique. Mais la puissance de feu ne signifiait rien face à des champs impossibles. Ces chasseurs japonais montaient à 3000 pieds par minute. Le vol de cartographie photographique exigeait que l'OL 666 maintienne son cap pendant encore 2 minutes. Pas de manœuvre d'évasion. 9 Américains à 600 000 de l'espace aérien ami. Le lieutenant Joseph Sarnowski était accroupi dans la position de bombardier, dans le nez. Sarnowski, 28 ans, avait passé 18 mois dans le Pacifique à effectuer des missions de combat. Il avait reçu la Silver Star 3 semaines plus tôt. Ses ordres de retour au pays devaient prendre effet dans 3 jours. Son sac était prêt à Port Moresby. Il s'était porté volontaire pour cette mission de toute façon, car l'équipage avait besoin d'un bombardier expérimenté pour faire fonctionner les caméras. Les chasseurs japonais atteignirent 22 000 pieds, à 3 000 pieds en dessous, et continuaient de monter. Sarnowski vérifia ses 2 mitrailleuses de calibre .50. La mitrailleuse fixe que Zehamer pouvait tirer depuis le cockpit était prête. 16 chasseurs contre un bombardier. La mission avait commencé à 4 heures du matin lorsque l'OL 666 avait décollé de Port Moresby, en Nouvelle-Guinée. Les marines avaient besoin de photographies de la côte ouest de Bougainville pour une invasion en novembre. Ils avaient besoin de photos cartographiques de la baie de l'Impératrice Augusta, mais les services de renseignement avaient ajouté une exigence de dernière minute. Photographier d'abord l'aérodrome de Buka. La petite île montrait une activité japonaise accrue. Un bombardier en solo, sans escorte. Les P-38 n'avaient pas la portée nécessaire. Ils sont arrivés trop tôt au-dessus de Bougainville. Pas de soleil pour les photos de cartographie. Ils ont voté, attendre au-dessus de l'océan ou photographier Buka. Ils ont choisi Buka. Les Zéros atteignirent 24 000 pieds, à 1000 pieds en dessous. Les 5 premiers rompirent la formation et se déployèrent pour une attaque frontale. La plupart des B-17 avaient un armement de nez minimal. L'OL 666 transportait 3 mitrailleuses de calibre .50 dans le nez. Les Japonais ne le savaient pas encore. Un bombardier peut-il survivre à 16 chasseurs en territoire ennemi? Veuillez aimer pour partager cette histoire. Abonnez-vous et voyons ce qui se passe. Retour à Zehamer. Les Zéros piquèrent. Zehamer resta stable. Les caméras tournaient toujours. 30 secondes restantes. Les chasseurs se rapprochèrent à 700 000 par heure. À 600 yards, ils ouvrirent le feu. Sarnowski riposta. Ses 2.50 martelèrent. Zehamer déclencha la mitrailleuse de nez. 3 canons convergèrent sur le zéro de tête. Le moteur explosa. Il se retourna. Les 4 autres continuèrent d'avancer. À 300 yards, des obus touchèrent le nez. Le plexiglas vola en éclats. Un obus explosa devant Sarnowski. L'explosion le projeta en arrière. Le sang jaillit de son cou et de son flanc. Dans le cockpit, des obus percèrent le plancher. La jambe gauche de Zehamer explosa de douleur. Des éclats d'obus lacérèrent ses 2 jambes et son poignet. Les Zéros passèrent en traube. 12 secondes. Un chasseur endommagé, un bombardier mourant, un pilote blessé, 15 chasseurs en train de monter. À 600 000 de chez eux. Le navigateur, le premier lieutenant Ruby Johnston, rampa depuis sa position. Il vit Sarnowski sous la passerelle. Le sang formait une flaque sur le sol métallique. La blessure au cou du bombardier pulsait du rouge à chaque battement de cœur. Johnston pressa sa main contre la plaie, essayant d'arrêter le saignement. Sarnowski le repoussa, pointant du doigt les mitrailleuses de nez. Une autre vague arrivait. Johnston leva les yeux à travers le plexiglas brisé. 8 autres Zéros plongeaient de 26 000 pieds. Ils avaient observé la première attaque, en avaient tiré des leçons. Cette fois,
Il ne venait pas à 5 de front. Il venait en 2 vagues. 4 d'en haut, 4 d'en bas. Attaque en tenaille. Sarnowski se traîna jusqu'à la position du bombardier. Le sang imprégnait sa combinaison de vol. Il saisit les poignées des 2 mitrailleuses de calibre .50, les orienta vers les chasseurs qui arrivaient. Ses mains tremblaient. Sa vision était floue. Il cligna des yeux. Se concentra. Le 0 de tête remplit son viseur. 600 yards. 5 cents, 4 cents. Il tira. Les 2.50 rugirent. Les traceurs remontèrent le nez du 0. La verrière du chasseur explosa. Des fragments de verre et d'aluminium tourbillonnèrent. Le 0 vira à droite et plongea, fumant. Sarnowski déplaça sa visée sur le deuxième chasseur, tira à nouveau. Les balles traversèrent le capot du moteur. L'hélice du 0 s'arrêta. Il tomba. Dans le cockpit, Zehamer luttait pour contrôler l'avion. Sa pédale de gouvernail gauche avait disparu, détruite par l'obus de 20 mm. Le sang remplissait sa botte gauche. La blessure à la jambe était profonde. L'os était visible à travers le tissu déchiré de la combinaison de vol. Son poignet droit saignait là où des éclats l'avaient tranché. Il ne sentait plus correctement ses doigts. Le manche de commande semblait glissant de sang. Mais il maintint le cap. Les caméras tournaient toujours. Les photos cartographiques de la baie de l'Impératrice Augusta étaient cruciales. Les marines en avaient besoin. Sans ces photos, l'invasion de novembre se ferait à l'aveugle. Des hommes mouraient sur des plages qu'ils ne pouvaient pas voir sur les photos de renseignement. Il resta stable. Les 4-0 attaquants par le bas arrivèrent à 19 000 pieds. Le sergent-chef Forrest Dillman, mitrailleur de la tourelle ventrale, les suivit dans son viseur. La tourelle ventrale était suspendue sous le fuselage du B-17, une sphère exiguë de plexiglas et d'acier. Dillman mesurait 1,62 mètres, assez petit pour y entrer. Il occupait ce poste depuis 6 mois, avait effectué 32 missions, n'avait jamais vu une attaque comme celle-ci. 4 chasseurs arrivant droit d'en bas. La plupart des bombardiers ne pouvaient pas défendre leur ventre. L'OL 666 le pouvait. Dillman ouvrit le feu à 400 yards. Ses 2.50 martelèrent. Le 0 de tête cabra brusquement, essayant de rompre la visée de Dillman. Les balles remontèrent le ventre du 0. Le réservoir de carburant explosa. Boule de feu orange à 18 000 pieds. Les 3 autres se dispersèrent. Le vol de cartographie était terminé. Zehamer vira à gauche, se dirigea vers le sud-ouest, en direction de la côte ouest de Bougainville, l'objectif principal. 13 chasseurs japonais étaient toujours là-haut, en train de se regrouper. Sarnowski s'effondra sur ses mitrailleuses. Le navigateur Johnston vérifia son pouls, n'en trouva aucun. Le bombardier avait continué à se battre pendant 4 minutes après la blessure mortelle. Son cœur s'était arrêté. Johnston retira le corps des mitrailleuses, prit sa place. L'OL 666 avait besoin de tous ses mitrailleurs. Les manomètres de pression d'oxygène dans le cockpit tombèrent à 0. Les réservoirs d'oxygène jaune derrière le cockpit avaient explosé lorsque les obus de 20 mm avaient frappé. Chaque membre d'équipage dépendait désormais de petites bouteilles personnelles. À 25 000 pieds, ces bouteilles duraient peut-être 10 minutes. Après cela, l'hypoxie s'installerait. Confusion, perte de coordination, inconscience, mort. Zehamer avait le choix. Descendre en dessous de 10 000 pieds où les hommes pouvaient respirer sans oxygène ou rester en altitude et s'évanouir. Il choisit de descendre, mais pas tout de suite. Les caméras avaient besoin de 3 minutes de plus pour terminer la cartographie côtière de Bougainville. 3 minutes en altitude sans oxygène. Le copilote, le sous-lieutenant John Britton, reprit conscience. Il avait été assommé lorsque le premier obus avait touché le cockpit. Du sang coulait à l'arrière de sa tête à cause d'une contusion. Il regarda Zehamer, vit la jambe gauche du pilote. Le genou était détruit, cassé au-dessus et en dessous. Un trou de la taille d'un poing béait dans la cuisse. Des fragments d'os blancs étaient visibles à travers les muscles déchiquetés. Les mains de Zehamer serraient le manche de commande, les jointures blanches, le visage gris à cause de la perte de sang. Britton tendit la main vers les commandes. Zehamer secoua la tête. Pas encore. Maintenir le cap. Encore 2 minutes. Les 13 héros restants se regroupèrent à 27 000 pieds, 2 000 pieds au-dessus de l'OL 666. Ils avaient perdu 3 avions, en avaient endommagé 2 autres contre un seul bombardier. L'avion américain était plus lourdement armé que les renseignements ne l'avaient signalé. Le chef de vol japonais changea de tactique. Fini les attaques frontales contre cet armement de nez. Attaqué par les côtés, les positions de sa bord. La plupart des B-17 du Pacifique avaient des mitrailleuses simples au sabord.
Des cibles faciles. Il ne savait pas que l'OL 666 avait des mitrailleuses jumelles de .50 dans les deux positions de sa bord. Le sergent-chef George Kendrick était à la mitrailleuse de sa bord droite. Le sergent Herbert Pugh avait la gauche. Les deux hommes observèrent les zéros se former. Les comptèrent. 13, arrivant des deux côtés simultanément. 6 de la droite, 7 de la gauche. Une attaque divisée forçait les mitrailleurs à choisir leur cible. Submerger un côté. Kendrick et Pugh volaient ensemble depuis 8 mois. Ils n'avaient pas besoin de communiquer. Ils connaissaient la manœuvre. Kendrick prenait les menaces du côté droit. Pugh prenait la gauche. Lorsque les chasseurs se croisaient, ils se passaient les cibles. Les zéros piquèrent. Kendrick ouvrit le feu à 500 yards. Ses 2.50 suivirent le zéro de tête à droite. Les traceurs convergèrent. L'emplanture de l'aile du zéro explosa. Du carburant gicla. Le chasseur vira, traînant du feu. Kendrick passa au deuxième chasseur. Tira. Manqué. Le zéro zigzaguait. Difficile à suivre. Il anticipa la cible. Tira à nouveau. Les balles traversèrent le fuselage du zéro. La verrière du cockpit vola en éclats. Le chasseur fit un tonneau à gauche. Hors de contrôle. 2 abattus du côté droit. 4 autres arrivaient encore. À gauche, Pugh engagea sur cette cible. Le premier zéro arriva vite. Trop vite. Pugh retint son tir. Attendu. Les canons du zéro flashèrent. Les balles traversèrent le fuselage de l'OL 666. Pugh ne broncha pas. Il suivit le chasseur, le laissa tirer. Tira à 300 yards. Le zéro vola à travers son flux de tir. Moteur fumant. Il cabra, disparut au-dessus. Les caméras s'éteignirent. Cartographie terminée. Zehammer poussa le manche de commande en avant. Le nez de l'OL 666 plongea. L'altimètre se déroula. 24 000, 22 000, 20 000. Le piquet était raide. Nécessaire. L'équipage avait besoin d'oxygène, mais les zéros piquaient aussi, à leur poursuite. À 15 000 pieds, Zehammer tira en arrière, se stabilisa. L'air était maintenant respirable. Les membres de l'équipage haletaient, aspiraient de l'oxygène. Leurs bouteilles personnelles s'étaient vidées quelques minutes plus tôt. Certains avaient été proches de l'évanouissement. Le piquet les avait sauvés. Le sergent technique Johnny Abel, opérateur radio, sortit de la tourelle supérieure. Sa jambe gauche saignait. Des éclats de l'explosion du réservoir d'oxygène avaient criblé sa cuisse. Il l'ignora, vérifia les autres membres de l'équipage. Les mitrailleurs de sa bord tiraient toujours. Le mitrailleur de queue était vivant. La tourelle ventrale était opérationnelle. Le navigateur Johnston était aux mitrailleuses de nez de Sarnowski. Le corps de Sarnowski gisait sous la passerelle, recouvert d'une veste. Abel remonta dans la tourelle supérieure, orienta les 2.50 vers les zéros qui les poursuivaient. Ils revenaient. Les chasseurs japonais avaient maintenant l'OL 666 en mauvaise posture. Le bombardier était à 15 000 pieds. Plus bas, plus lent. Les zéros pouvaient piquer d'en haut avec un avantage de vitesse. 8 chasseurs restaient opérationnels. Les 5 autres avaient été endommagés ou détruits, mais 8 suffisaient encore. Le chef de vol les organisa en 2 éléments de 4 appareils. Un élément attaquerait depuis le quart arrière, l'autre depuis le quart avant. Forcer le bombardier à se défendre dans 2 directions simultanément. Une tenaille classique. Cela fonctionnait généralement. Le sergent-chef William Vaughan, mitrailleur de queue, les vit arriver. 4 zéros en formation de poursuite. Piquant depuis sa position à 6 heures en hauteur, ils approcheraient par l'arrière et par le haut, attaqueraient la queue, puis cabreraient et s'éloigneraient avant que les mitrailleuses de nez ne puissent s'engager. Une tactique standard. Vaughan l'avait vu 30 fois. Il leva ses 2.50, éleva les canons à l'angle maximum, attendit. Les zéros ouvrirent le feu à 600 yards. Trop loin. Les balles tombèrent à court. Vaughan retint son tir. Économisa ses munitions. 500 yards, 400. Les zéros étaient engagés maintenant. Ne pouvaient pas rompre. Vaughan tira. Les 2.50 martelèrent. Le zéro de tête encaissa des coups sur le moteur. De la fumée s'échappa. Il cabra brusquement, décrocha, tomba en vrille. Les 3 autres se dispersèrent. L'élément de tête attaqua simultanément. 4 zéros piquants sur le nez depuis 10 heures en hauteur. Johnston les vit, orienta les mitrailleuses de Sarnowski. Les 2.50 étaient encore chaudes de l'engagement précédent, toujours chargées. Il tira à 500 yards, dirigea les traceurs vers le chasseur de tête. Manqué. Le zéro était rapide,
se rapprochant à 400 000 par heure. Johnston ajusta, anticipa davantage la cible. Tira à nouveau. Touché. Le capot du Zéro se déchira. Des morceaux s'envolèrent. Frappèrent la verrière. Le chasseur cabra, traînant de la fumée. L'OL 666 tremblait sous les coups. Des obus de 20 mm percèrent l'aile gauche. Du liquide hydraulique gicla. Le moteur numéro 2 toussa. Tourna irrégulièrement. Zehammer vérifia les jauges. La pression d'huile baissait. La température de la culasse montait. Le moteur était en train de mourir. Il mit l'hélice en drapeau, l'arrêta. 3 moteurs restants. 600 000 encore à parcourir. Les chasseurs japonais rompirent le combat à 8h45, 42 minutes après la première attaque. Ils avaient perdu 4 avions confirmés, 3 autres lourdement endommagés. Leurs munitions étaient épuisées. Les jauges de carburant indiquaient des niveaux critiques. Le vol de retour vers Buka était de 30 000. Ils ne pouvaient pas continuer. Le chef de vol balança ses ailes, le signal de désengagement. 7-0 restant viré au nord-est, prirent de l'altitude, laissant l'OL 666 boitiller vers le sud-ouest au-dessus de l'océan. Zehammer s'affaissa sur son siège. L'adrénaline s'estompait. La douleur se précipita pour la remplacer. Sa jambe gauche le lançait. Chaque battement de cœur envoyait des vagues d'agonie à travers le genou brisé. Son poignet droit saignait régulièrement. La coupure était profonde. Il pouvait voir le tendon. Sa combinaison de vol était trempée de rouge de la taille aux bottes. Le sang formait une flaque sur le sol du cockpit, mélangé au liquide hydraulique et aux douilles usées. L'odeur était écrasante. Cuivre, cordite et carburant d'aviation. Britton prit les commandes. Zehammer ne résista pas cette fois. Il se pencha en arrière, ferma les yeux, resta conscient par la seule volonté. Derrière le cockpit, l'équipage évaluait les dégâts. L'OL 666 avait reçu 187 impacts de balles, 5 impacts de canon de 20 mm. Le plexiglas du nez avait disparu. Le vent hurlait à travers l'ouverture. Le système d'oxygène était détruit. Le moteur numéro 2 était arrêté. Les systèmes hydrauliques fuyaient. La radio était morte, touchée lors de la première attaque. Il ne pouvait pas rappeler à l'aide. Ne pouvait pas demander une autorisation d'atterrissage d'urgence. Ils étaient seuls. Port Moresby était encore à 500 000 au sud-ouest. 2 heures de vol à vitesse réduite sur 3 moteurs. Abel et Kendrick s'occupèrent de la jambe de Zehammer. Ils avaient sorti la trousse de premier secours de son support, trouvé de la poudre de sulfamide et des bandages. La blessure était trop grave pour la médecine de terrain. L'os était brisé. Les artères étaient sectionnées. Ils bourrèrent la plaie de gaz, la bandèrent fermement, appliquèrent une pression, ralentirent le saignement. C'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Zehammer avait besoin d'un chirurgien. Bientôt, où il se viderait de son sang avant d'atteindre la terre. Son pouls était faible, sa peau pâle, ses lèvres bleues. Le choc s'installait. Johnston resta aux mitrailleuses de nez, scrutant le ciel à la recherche d'autres chasseurs. Les Japonais pourraient envoyer une deuxième vague. Des avions frais de Rabaul. Il leur faudrait 90 minutes pour atteindre cette zone. L'OL 666 serait vulnérable pendant tout le vol de retour. Pas de radio, un moteur en panne, un équipage blessé, une cible facile. Mais les chasseurs ne sont jamais revenus. Le ciel est resté vide, juste des nuages et l'océan en dessous. Le bombardier a volé vers le sud-ouest, seul. À 9h30, Britton aperçut la côte de la Nouvelle-Guinée. Ils avaient traversé la mer des Salomon, mais Port Moresby était encore à 200 000 à l'intérieur des terres, au-dessus des montagnes, à travers les intempéries. L'OL 666 perdait de l'altitude. Les 3 moteurs restants ne pouvaient pas maintenir 15 000 pieds. Ils étaient maintenant à 12 000, descendant lentement. Les montagnes devant eux mesuraient 7 000 pieds de haut. Ils les franchiraient à peine. Zehammer ouvrit les yeux. Il ne se souvenait pas de les avoir fermés. Britton volait toujours. La côte était derrière eux maintenant. La jungle en dessous, les montagnes devant. La chaîne Owen Stanley. 7 000 pieds de rochers et d'arbres entre l'OL 666 et la maison. Zehammer vérifia l'altimètre. 11 500 pieds. En baisse. Il regarda les jauges des moteurs. Le numéro 2 était toujours en drapeau, mort. Le numéro 1 tournait à chaud. La température de la culasse était dans le rouge. La pression d'huile fluctuait. Ce moteur ne durerait pas beaucoup plus longtemps. S'il tombait en panne, ils auraient 2 moteurs. Pas assez de puissance pour franchir les montagnes. Ils devraient amérir dans la jungle. Personne ne survivait au crash dans la jungle. Le temps s'est refermé à 10 000 pieds.
Les nuages ont enveloppé le bombardier. La visibilité est tombée à zéro. Britton volait aux instruments. Cap compas, vitesse air, altitude, taux de montée. Le bombardier a tremblé dans les turbulences. La pluie a martelé le fuselage. Des éclairs ont illuminé les nuages. Le tonnerre a grondé. L'OL 666 est descendu à 9000 pieds. Les montagnes étaient quelque part devant, dans les nuages. Britton ne pouvait pas les voir. Il a suivi le cap, a fait confiance au compas, a espéré que les montagnes étaient derrière eux. À 9500 pieds, ils ont percé les nuages. Air clair en dessous, montagne tout autour. Les Owen Stanley, des pics déchiquetés couverts de jungle. L'OL 666 était dans une vallée. Les montagnes s'élevaient des deux côtés, plus hautes que le bombardier. Britton a viré à droite, a suivi la vallée vers le sud-ouest, cherchant un col à travers la chaîne. L'altimètre indiquait maintenant 9000 pieds, toujours en baisse. Le moteur numéro 1 tombait en panne. La jauge de température était au maximum. Le moteur se cuisait. Britton réduisit la puissance. Le ménagea essaya de le maintenir en marche. Ils avaient besoin de toute la poussée possible. Kendrick s'avança, informa Britton de l'état de Zeamer. Le pilote était inconscient, son pouls à peine détectable, sa respiration superficielle. Il avait perdu trop de sang. Des heures s'étaient écoulées depuis la blessure. Les bandages étaient trompés. Il ne pouvait rien faire de plus. Zeamer avait besoin de transfusion sanguine, d'une intervention chirurgicale. Ils avaient quelques minutes, peut-être moins. Britton poussa les manettes des gaz, risquant les moteurs. La vitesse était plus importante que la prudence maintenant. La vallée s'ouvrit devant. Port Moresby se trouvait au-delà de la prochaine crête, à 30 000. Britton grimpa, visa le col le plus bas entre les pics. 8000 pieds. L'OL 666 lutta pour monter. Taux de montée de 700 pieds par minute. Normalement, il montait à 1000. Le bombardier endommagé était à sa limite. La crête approchait. L'OL 666 la franchit de 300 pieds. Les arbres défilèrent en dessous. Puis la vallée s'ouvrit. Port Moresby apparut devant. Cette piste d'atterrissage. La maison. Britton appuya sur la radio. Morte, toujours morte. Il ne pouvait pas rappeler la tour. Ne pouvait pas demander un atterrissage d'urgence. Il devrait se poser directement. Espérer que la piste était dégagée. Espérer que la tour les verrait arriver. Verrait les dégâts. Comprendrait. Il sortit le train d'atterrissage. Le système hydraulique gémit. Le train sortit, se verrouilla. Les volets ensuite. Ils se déployèrent partiellement. La pression hydraulique était trop faible pour une extension complète. L'approche serait rapide. Trop rapide. Mais il n'y avait pas le choix. L'OL 666 franchit la limite de l'aérodrome à 140 000 par heure. 30 000 par heure trop vite. Britton maintint le nez en l'air. Réduisit la vitesse. Les roues principales touchèrent, rebondirent, touchèrent à nouveau, restèrent au sol. Il inversa les hélices, freina. Le bombardier roula sur la piste, ralentissant. La fin de la piste approchait. 2000 pieds restants. 1500. L'OL 666 s'arrêta avec 200 pieds de piste restants. Britton coupa les moteurs. Les hélices tournèrent en roue libre. S'arrêtèrent. Le silence s'installa. Après 8 heures de bruit de moteur, de tirs et de vent hurlant à travers le nez brisé, le silence était écrasant, presque douloureux. Le personnel au sol courut vers le bombardier. Il l'avait vu approcher, vu les dégâts, le plexiglas manquant, le moteur en drapeau, les trous de balles couvrant toutes les surfaces. Il savait que c'était grave. La porte de l'équipage s'ouvrit. Abel sortit le premier, puis Kendrick, puis Pugh, puis Vaughan, puis Dillman, puis Johnston. 6 hommes, toujours en mouvement, toujours en vie, trempés de sang, épuisés, mais vivants. Le chef d'équipe au sol monta à bord, regarda à l'intérieur, vit le sang former une flaque sur le sol du cockpit, vit Zeamer rafaler sur le siège du pilote, vit le corps couvert sous la passerelle dans le nez. Il redescendit rapidement, dit aux infirmiers qui attendaient en bas. « Prenez le pilote en dernier. Il est mort. » Les infirmiers transportèrent Zeamer sur une civière. Son visage était gris, ses lèvres bleues. Aucun mouvement visible. Britton descendit derrière eux, attrapa le bras de l'infirmier en chef, lui dit « Le pilote n'est pas mort. Vérifiez-le. » L'infirmier s'arrêta, posa la civière, vérifia le pouls, en trouva un, faible, filiforme, à peine là, mais présent. Ils coururent vers l'ambulance, chargèrent Zeamer, se dirigèrent vers l'hôpital de campagne à toute vitesse, les roues soulevant la poussière.
Les médecins lui donnaient une chance sur 10, peut-être moins. Il avait perdu plus de la moitié de son volume sanguin, les 2 jambes brisées, de multiples fractures au-dessus et en dessous du genou gauche, les tendons du poignet droit sectionnés, des dizaines de blessures par éclats sur les 2 bras et le torse. Choc sévère. Sa température corporelle était tombée à 34,4 degrés Celsius. Il commençait immédiatement les transfusions. 4 unités, puis 6, puis 8. Commencèrent la chirurgie. Travaillèrent pendant 6 heures d'affilée, reconstruisirent le genou, réparèrent les artères, lui sauvèrent la vie. Johnston conduisit l'équipe au sol jusqu'au corps de Sarnowski. Ils le sortirent avec précaution, avec respect, le déposèrent sur une civière, le recouvrirent d'un drap propre. Le bombardier était mort à ses canons, avait continué à se battre avec une blessure mortelle, avait abattu 2-0 après l'explosion qui aurait dû le tuer instantanément, après que son cou ait été déchiré, après que son flanc ait été déchiqueté. Il était retourné à son poste, avait tiré jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Il avait sauvé la mission, sauvé l'équipage, protégé le néant mourant. Il devait rentrer chez lui dans 3 jours. Retour en Pennsylvanie, retour à sa femme Marie, retour à sa famille de 17 frères et sœurs. Maintenant, il rentrait chez lui dans un cercueil, un héros, mais mort. Le chef d'équipe au sol fit lentement le tour de l'OL 666, compta méthodiquement les dégâts. 187 trous de balles, 5 impacts de canon de 20 mm, chacun capable de détruire un chasseur. Nez complètement détruit. Système d'oxygène détruit. Radio détruite. Moteur numéro 2 détruit. Systèmes hydrauliques gravement endommagés. Commande de vol endommagée. Longeron de l'aile gauche fissuré. Section de queue criblée de trous. Il regarda les membres d'équipage survivants. Posait la question. Combien de chasseurs vous ont attaqué? Britton dit 16, peut-être 17. Ils sont venus par vagues. Le chef d'équipe secoua la tête. Ne le croyez pas. Personne ne pouvait survivre seul à 16 chasseurs. Pas possible. Il monta à l'intérieur du bombardier, vit le sang couvrant toutes les surfaces, vit les milliers de 12 usées roulant sur le sol, vit le métal déchiré, les instruments brisés, l'équipement détruit. Il y crut alors. Il n'avait jamais rien vu de tel. En 18 mois dans le théâtre du Pacifique, il n'avait jamais vu un bombardier subir autant de dégâts et survivre. Les photographies que l'OL 666 a capturées ce jour-là ont été développées en quelques heures. Les officiers du renseignement les ont étudiées attentivement. Les photos de l'aérodrome de Buka montraient 16 avions au sol, confirmant le renforcement japonais. Les photos cartographiques de la côte de Bougainville étaient parfaites. Chaque plage, chaque récif, chaque approche de la baie de l'Impératrice Augusta, exactement ce dont les marines avaient besoin. Le 1er novembre 1943, 4 mois après la mission de Zeamer, la 3e division des marines débarqua dans la baie de l'Impératrice Augusta. Ils utilisèrent les photos de l'OL 666 pour planifier chaque détail, les zones de débarquement, les routes d'approche, les positions défensives. L'invasion réussit. Les forces américaines sécurisèrent Bougainville. Les photos capturées par un bombardier mourant et un pilote en sang sauvèrent des centaines de vies de marines, peut-être des milliers. Zeamer passa 15 mois dans les hôpitaux. Cette opération à la jambe gauche, 3 au poignet droit, une thérapie physique pendant 1 an. Il réapprit à marcher, lentement, douloureusement. Le genou ne guérit jamais correctement. Il boita pour le reste de sa vie, mais il vécut. Le 16 janvier 1944, 7 mois après la mission, le général Henry Arnold remit à Zeamer la médaille d'honneur lors d'une cérémonie à l'hôpital Walter Reed. Zeamer était encore en fauteuil roulant, toujours en convalescence. Ses parents se tenaient à ses côtés. Sa mère pleurait. Son père salua. 2 semaines plus tôt, le 17 décembre 1943, Sarnowski avait reçu la médaille d'honneur à titre posthume. Sa veuve, Marie, l'a reçue lors d'une cérémonie en Pennsylvanie. Elle tint la médaille, la regarda, puis la donna aux parents de Sarnowski. Ils la placèrent dans une vitrine, à côté de sa Silver Star, à côté de son air médaille, à côté de la photographie de leur fils en uniforme de bombardier, souriant, vivant. Les 7 autres membres d'équipage ont reçu la Distinguished Service Cross, la 2e plus haute distinction après la médaille d'honneur. Britton, Johnston, Abel, Kendrick, Pugh, Vaughan, Dillman, tous les 7. Cela reste la mission aérienne unique la plus décorée de l'histoire américaine. 9 hommes, 2 médailles d'honneur, 7 Distinguished Service Cross, 5 Purple Hearts. Aucun autre équipage n'a jamais été honoré de la sorte, ni avant, ni depuis. L'OL 666 a été réparé et retourné au service, a effectué 18 missions supplémentaires,
puis a été retiré en mars 1944, a été ramené aux États-Unis, a été utilisé comme avion d'entraînement et a finalement été mis à la ferraille en août 1945. Le plexiglas du nez n'a jamais été correctement réparé. L'équipage qui a volé sur l'avion plus tard a dit qu'il pouvait encore voir les trous de balles rafistolés avec de l'aluminium et les taches de sang sur le sol. Le bombardier était devenu une légende. Zehamer a survécu à la guerre, est retourné au MIT, a obtenu une maîtrise en génie aérospatial, a travaillé dans l'industrie aérospatiale pendant 30 ans, s'est marié, a eu des enfants et a pris sa retraite à Boothbay Harbor, dans le Maine, où il avait passé ses étés d'enfance à construire et à naviguer des bateaux. Il est décédé le 22 mars 2007, à l'âge de 88 ans. Il a été enterré avec les honneurs militaires complets au cimetière national d'Arlington. Section 34, tombe 809. Sa pierre tombale indique lieutenant-colonel Gilmer Jr. Médaille d'honneur, Hall 666. C'était l'histoire du bombardier maudit qui devint l'avion le plus décoré de l'histoire américaine. L'équipage qui se portait volontaire pour une mission suicide. Le pilote qui a volé pendant 8 heures avec les jambes en lambeaux. Le bombardier qui est mort à ses canons. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à la partager avec plus de gens qui ont besoin d'entendre parler de ces héros oubliés. Abonnez-vous pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Nous les lisons tous, un par un. Merci de garder ces souvenirs vivants. Rendez-vous dans le prochain.